Bien, ben, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là et puis je suis contente de passer juste après Thibaut. Il y a pas mal de choses qui résonnent. Donc j'ai 20 minutes à peu près, hein, tu m'as dit. Voilà. Donc pour vous expliquer effectivement un certain nombre de décisions et de modifications qu'on a souhaité. Elle est bizarre cette salle, hein, c'est difficile de voir tout le monde en même temps. Je vais essayer quand même. Donc, moi, j'ai rejoint Harmonie Mutuelle donc, en 2015, après avoir passé déjà plus de 20 ans de carrière professionnelle dans l'univers mutualiste. Et je suis venue avec quelques convictions. Je vais essayer de pas parler trop de moi et c'est pas très intéressant, mais il y a 2-3 points que je veux vous donner et puis ensuite vous parler d'Harmonie Mutuelle. Donc, la chance qu'on a quand on a un certain âge, c'est de savoir à peu près où on en est et ce qu'on cherche. Donc, moi, je résume en fait un peu ma quête personnelle, on va dire, en tant que dirigeante, autour de 3 choses. La première, c'est la performance, avec de l'éthique évidemment, mais l'envie de gagner, en fait, hein, tout simplement. La deuxième, c'est celle de l'optimisme, donc comme levier d'action et comme volonté d'avancer, surtout quand ça va pas très bien. Et puis la troisième, c'est peut-être un peu plus particulier, mais quand même, je veux le citer, c'est une comment dire, attention ou une passion pour l'esthétique sous toutes ses formes, que ce soit la littérature, que ce soit du coup une passion pour les estampes japonaises ou ce genre de choses. Et ça m'amène simplement à dire que j'aime le travail bien fait et le beau geste. Et je pense que dans nos métiers, que ça soit dans le service, comme Thibault le disait juste avant, dans d'autres types de services ou dans l'industrie, ça a de la valeur et nos salariés aujourd'hui ont envie de faire du bon travail. Et c'est une des difficultés d'ailleurs, je crois, de ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle la grande démission ou ce genre de choses. Donc j'ai rejoint, tiens, je vois des figures connues, j'ai rejoint donc Harmonie Mutuelle en 2015. Et à l'époque, donc Harmonie Mutuelle était une entreprise toute jeune. Elle avait 2 ans puisqu'elle est le produit en fait de la fusion de PME régionales qui elles-mêmes sont le produit des dizaines d'années de fusion. Et quand je me suis demandé quelle était la vraie force de cette entreprise, parce que je pense que toute entreprise a une vraie force, je me suis dit que c'était la capacité à faire travailler ensemble des gens très très différents. Que ça soit des salariés, des adhérents, des délégués, des entreprises clientes. Je vais vous donner 3 chiffres. Aujourd'hui, on a 5 millions de personnes protégées. On a donc 70 000 entreprises clientes à peu près dans 65 branches professionnelles. Et donc, vous le savez comme moi, hein, l'activité collective est une activité dans laquelle on négocie avec des partenaires sociaux, que ce soit au niveau des branches ou des entreprises, et donc la capacité à fabriquer du consensus ou du compromis selon les écoles, en tous les cas à trouver des points d'accord. Et donc, à l'époque, donc la fusion était très récente et Harmonie Mutuelle était une vraie mutuelle, article 1 du Code de la mutualité, intérêt exclusif des adhérents. Et donc la question des salariés et de leur positionnement entre guillemets au même niveau se posait. Et pour vous donner quelques illustrations, les représentants au conseil d'administration n'avaient pas de voix délibérative, il n'y avait pas d'accord d'intéressement et on n'avait pas non plus de charte d'éthique. Donc 3 choses que j'ai demandé pour voilà, exercer convenablement ce beau métier de direction générale et qu'on a pu mettre en place ensuite dans une logique, je veux le citer aussi, relativement égalitaire. L'accord d'intéressement, par exemple, est totalement égalitaire, qu'on soit membre du comité de direction générale ou téléconseiller, le niveau d'intéressement est exactement le même. Donc, une fois que j'ai dit ça, en fait, je voudrais citer 4 défis auxquels on a été confrontés et auxquels on est confronté aujourd'hui. Le premier qui est le plus lié au business, c'est la bascule de l'individuel vers le collectif. Hein. Donc, on a des clients qui sont du pur B2C et
de façon progressive et accélérée à partir de 2013, on bascule donc vers la collective. Aujourd'hui, c'est à peu près un peu moins de 60% de notre activité versus 40% d'individus. Donc, ce qui évidemment est un mouvement tout à fait considérable avec une pression sur les marges, un niveau d'exigence, etc., tout à fait important. La deuxième chose que j'ai évoquée un petit peu, c'est l'équilibre salarié-élu. Donc, et j'y reviendrai ensuite sur les motivations d'être devenue une entreprise mutualiste à mission. La troisième, qui est aussi une explication, c'est le fait que on a beaucoup d'actualités en ce moment, puisque la santé est quand même un des sujets d'actualité permanent maintenant. On a pendant longtemps, et encore un peu dans le débat aujourd'hui, on confond la santé avec le soin ou avec le système de soins. Et je vous donne juste 2 chiffres là-dessus. Aujourd'hui, on est le 3e pays du monde en termes de dépenses de soins dans le PIB. Et on n'est même pas dans le top 10 sur l'espérance de vie sans incapacité. Donc on voit bien que les 2% alloués à la prévention sur 100% de dépenses de santé, voilà, s'ils n'augmentent pas, on va avoir un petit souci. Et c'est absolument pas d'avoir 4 consultations par an gratuites de dépistage qui vont régler le problème. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, je dis juste que c'est le début du commencement et c'est loin de nous amener à travailler sur les déterminants de santé. Et puis le dernier point que vous vivez aussi tous les jours, c'est qu'on a, comment dire, un problème, c'est même plus que ça, avec le fait de savoir à quoi sert l'assurance en général et l'assurance santé en particulier. On entend beaucoup parler des assureurs ou des mutuelles pour expliquer que ça coûte trop cher, etc., etc. On en a beaucoup moins pour se rappeler que la fonction première de l'assurance, c'est quand même de préserver le pouvoir d'achat de gens qui ont des problèmes. Au cas d'espèce, quand on est un acteur santé-prévoyance, quand on a une maladie, un accident, un décès, on a des charges sociales et l'assurance, sa fonction, c'est de les mutualiser sur 100% d'une population qui va payer beaucoup moins chaque année. Enfin, voilà, je ne veux pas vous faire un cours d'assurance, vous savez ça aussi bien que moi, mais ça me paraît quand même pas inutile de le redire. Et donc, particulièrement pendant le Covid pour les assureurs IARD et puis depuis quelques années pour les assureurs santé, on est un peu mis en procès d'inutilité ou en tous les cas de ne pas être au rendez-vous avec des clients qui ont peut-être pas toujours le sentiment d'en avoir pour leur argent. C'est peut-être là qu'on a une petite difficulté. Et puis le dernier point que je voulais citer dans ce qui a amené un certain nombre de réflexions, c'est la loi Pacte en 2019, puisque, comme je le disais, on est une vraie mutuelle qui a donc fait sa bascule de l'individuel vers le collectif. Et pour autant, dans notre façon à la fois d'organiser notre gouvernance, de se positionner dans nos partenariats, etc., on était resté un acteur de l'individuel et on avait une question un petit peu délicate finalement qui était comment on peut se prévaloir de l'ESS sans s'y enfermer. Parce que vous avez entendu Thibault juste avant, vous connaissez tous des entrepreneurs qui ne sont pas des entrepreneurs de l'ESS. La base du commerce, c'est d'aimer ses clients. Donc, si on commence par leur donner des leçons, parce qu'on sait faire mieux, différemment des choses, ça commence pas très bien. Et donc, on avait cette difficulté d'exprimer cette fierté d'appartenir à l'ESS sans s'y enfermer. J'aime bien cette formule. Et donc, lorsque la loi Pacte est arrivée en 2019, finalement, ça a été une belle occasion de se demander comment on se remettait dans l'air du temps par rapport à tous les défis que je viens d'évoquer. Et on a donc eu des débats pendant une année, donc à quelques personnes au niveau de la présidence, de la direction générale, puis un cercle un peu plus large, puis un peu plus large. Et puis on s'est dit qu'il y avait une opportunité à saisir avec cette loi Pacte. Et donc on a décidé de devenir entreprise mutualiste à mission. Alors,
entreprises et mutualistes, c'est très important pour nous par rapport à mutuelles dans la phase précédente, parce qu'on veut à la fois parler la même langue que nos clients, on veut à la fois attester qu'on est entrepreneuriaux et on veut le rester, et on veut évidemment conserver ces attributs mutualistes qui nous vont très bien. Donc on a travaillé, comme je le disais, pendant 1 an en tout petit comité, puis ensuite on a eu une démarche assez participative, à la fois à l'interne et à l'externe. On est assez content, on a eu des très beaux taux de réponse. On a eu 17 000 clients qui nous ont fait part de leurs attentes, 350 000 contributions, enfin des chiffres tout à fait intéressants. Et donc on a décidé en 2020 donc, de devenir entreprise mutualiste à mission, et en 2021 donc, on a validé une raison d'être, des engagements et donc le comité de mission et tout ce qui va avec. Donc peut-être pour terminer, si j'essaie de dire ce qui a changé entre le avant-après, parce que c'est un grand débat hein, dans les structures de l'ESS, est-ce qu'on est voilà, à impact par nature, et finalement à quoi ça sert de s'engager dans une démarche de ce type-là. Et aujourd'hui, on a, je pense, vraiment les deux écoles. Nous, ce qui nous a semblé intéressant à l'époque, je l'ai dit, c'était vraiment de se remettre en face de nos clients principaux, donc, que sont les entreprises, en n'oubliant pas que nos adhérents sont des personnes physiques. Et c'est pour ça, j'écoutais Thibaut tout à l'heure, que notre premier client aujourd'hui, c'est Total, notre deuxième, c'est Naval Group. On ne va pas dire ni à Total ni à Naval Group qu'on ne veut plus d'eux comme clients, puisqu'in fine, ce sont les salariés dont on se préoccupe en matière de santé ou de prévoyance, même si ça aide la performance des entreprises. Et donc, ce qu'on a constaté a posteriori, en fait, dans l'évolution, c'est le fait de s'obliger à dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, finalement, hein, c'est ça. Alors, je vais peut-être vous dire la raison d'être qu'on a adoptée. Elle est un peu longue, mais elle est quand même assez parlante, je pense. C'est agir sur les déterminants, enfin sur les facteurs socio-économiques, environnementaux qui améliorent la santé des personnes et celle de la société en mobilisant la force des collectifs. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans un rapport individuel, mais dans un rapport collectif. Parce qu'on pense qu'appartenir à une communauté, quelle qu'elle soit professionnelle, de voisinage, etc., on le voit très bien, la force des liens sociaux, c'est quand même un des premiers déterminants de santé. Donc ça, c'était un point important. On a donc choisi dans notre comité de mission des profils assez variés, mais assez engagés sur les transitions, notamment environnementales, puisque ça, c'était quelque chose qui nous avait beaucoup intéressés en 2019, avant le Covid, et j'y reviendrai peut-être après. Et puis, ce qui nous a... ce qui nous est apparu après donc, cette démarche et le fait de faire vivre dans l'entreprise cette logique, c'est plusieurs choses. La première, c'est que ça intéresse les entreprises qui elles-mêmes sont engagées, donc soit de façon normative, soit de façon volontaire. On a par exemple un accord avec l'ADEME, on est le seul assureur aujourd'hui en France à avoir un accord avec l'ADEME et à aider les entreprises qui rentrent dans les démarches actes pas à pas, donc sur la partie protection sociale. Ça intéresse nos salariés. Et l'effet inattendu qu'on a eu de ça, en fait, c'est que finalement, là où dans le passé, on avait des élus qui étaient garants du projet politique et des salariés qu'on appelait les administratifs ou la technostructure, finalement, on leur a dit, non, vous êtes des salariés et vous avez le droit, entre guillemets, vous aussi, d'être porteur de la cause, militant, etc. Et donc ça a produit un effet très, très fort et très intéressant qu'on n'avait pas vu venir. Et puis, le dernier point, peut-être, c'est que dans les questions d'attractivité des salariés, on ne fait pas partie des groupes ou des entreprises qui paient le mieux sur le marché, ça se saurait. Et pour autant, on a à la fois des profils et des
enfin des profils qui viennent vers nous, qui souhaitent nous rejoindre, et des concessions salariales tout à fait considérables. Chez les cadres sup, c'est entre 20 et 30% en général hein, de renoncement qui est fait pour venir chez nous. Donc ça, c'est quand même, je trouve, une belle preuve que on peut être motivé par autre chose que l'argent ou uniquement que l'argent. Voilà. Et du coup, ça nous permet aussi de rester cohérent par rapport à cette volonté, je l'ai dit au début, d'être égalitaire ou en tous les cas d'être associé ou d'être solidaire entre la direction générale, les salariés, dans les difficultés, les défis, voire les chocs qu'on peut être amené à affronter et à surmonter avec eux. Et donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Il y a probablement plein d'autres choses à dire, mais voilà, je ne sais pas du tout s'il y a des échanges qui sont prévus. En tous les cas, moi, je serais assez preneuse de ne pas rester sur un monologue et de vous écouter réagir. Voilà, ça serait sympa. Merci en tous les cas de votre attention quasi religieuse. Il y a des questions dans la salle? Je peux vous passer le micro? Ou des réactions? Catherine, je te remercie pour ton intervention. Effectivement, ça résume bien l'état actuel des choses par rapport à la question qu'on posera à la table ronde tout à l'heure. C'est êtes-vous responsable par nature, vous les organismes non mutualistes, lapsus non-profit. Effectivement, tu nous as bien expliqué qu'il y avait un effort à faire. Et justement, par rapport aux efforts, on en reparlera, mais quel est finalement votre pilotage en avance de phase aussi de l'attitude des millennials? Là, au niveau de la clientèle, tu as la menace du 100% sécurité sociale d'un côté, tu as les nouvelles façons de consommer qui se font jour. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez envisagé des choses particulièrement? C'est une question qui mériterait... donc, je vais essayer de choisir l'angle de réponse, et je vais commencer par raconter quelque chose... ça fait, je pense, 15 ou 20 ans que je me demande pourquoi la question des temps de trajet domicile-travail n'a jamais été un sujet pris par les syndicats. Je me suis toujours dit qu'au lieu d'avoir 10% de taux de syndiqués, il y en aurait peut-être 50 ou 60%, ou à peu près toutes les femmes dans les entreprises. Et quand on a commencé à réfléchir, je suis arrivée en 2015, on venait de sortir d'un plan de transformation des organisations et d'un plan social qui l'accompagnait, demandé par les partenaires sociaux, parce que les mouvements à la fois de changement de métier et de changement géographique étaient tels qu'un certain nombre de nos salariés n'avaient pas envie de bouger et d'accompagner ça. Et donc, on s'est demandé pour la suite ce qu'on souhaitait faire, c'est-à-dire est-ce qu'on voulait continuer à spécialiser à la fois personnellement, à la fois géographiquement, et donc délaisser les petites villes, mettre nos 5000 salariés dans une tour à la Défense ou ce genre de choses. Et on s'est dit non, on ne veut pas faire ça. Nos outils d'aujourd'hui permettent de travailler autrement, et on a inventé cette idée du travail rapproché. C'est-à-dire, c'est très simple, hein, notre réflexion est comment on rapproche le travail de là où les gens vivent et pas l'inverse. Ce qui fait que quand le Covid est arrivé, on était assez à l'aise par rapport à ce qu'il a fallu mettre en place en organisation interne. Et je vous raconte tout ça parce que moi, je n'ai pas le sentiment que les jeunes aient des attentes si différentes. J'ai simplement, je peux me tromper, hein, je suis comme tout le monde hein, en ce moment. J'aime bien la formule de Jean Viard qui dit on vit mai 68 puissance 5 et on n'a encore rien compris. Donc je pense que collectivement, on n'a encore rien compris. On a juste quelques hypothèses et on essaie de trouver un chemin. Hein. Donc je suis vraiment humble là-dessus, mais j'ai le sentiment que la jeunesse aujourd'hui dit simplement des choses qui n'étaient pas ni pensables et encore moins exprimables. Je ne sais pas si ça existe comme mot. Voilà, donc je trouve finalement le niveau d'exigence qui est mis assez sain. Assez sain. Voilà, donc est-ce qu'on fait des choses particulières pour eux? Oui et non.
Oui, parce qu'on a des services civiques, oui, parce qu'on a des alternants en très grand nombre. Et pendant le Covid, on a fait, comme pas mal d'entreprises, je pense, décider d'augmenter très, très fort ces deux populations-là. Moi, je les vois 2 fois par an et ils me font le regard qu'ils portent, eux, en arrivant ou en ayant passé au plus 2 ans chez nous. C'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si l'écart s'accroît ou si l'écart se réduit. Je n'ai pas le sentiment qu'il s'accroisse. Mais c'est une réponse très personnelle. Et on a juste une dernière question avant la pause. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine, bravo pour votre chemin d'entreprise mutualiste à mission. Du coup, évidemment, j'ai une question sur l'entreprise mutualiste à mission. Est-ce que vous pourriez nous dire une action ou un renoncement que vous avez opéré depuis que vous êtes passé entreprise mutualiste à mission et qu'est-ce que ça a changé en fait ? On a pris des virages, mais je ne sais pas si on a eu à faire des renoncements. En tous les cas, je n'ai pas d'exemple qui me vient spontanément en tête. Si je prends par exemple la trajectoire, la stratégie climat qu'on a adoptée donc, dans le cadre de l'entreprise mutualiste à mission, on est toujours avec cette dualité de est-ce que c'est un renoncement ou est-ce que c'est un progrès. Je prends un exemple sur la question du télétravail. On a donc aujourd'hui, il y a eu un premier mouvement et ça rejoint la question des millennials, j'arrive pas à le dire, millennials. Voilà. Qui donc souhaitent travailler plus chez eux. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le travail rapproché. Ils ne souhaitent pas forcément travailler plus chez eux. Ils souhaitent ne pas avoir de temps de trajet, mais ils souhaitent quand même rencontrer du monde, etc. Et donc, on s'est beaucoup interrogé sur le 2 jours, 3 jours. On ne s'est jamais posé de question, il fallait faire du télétravail. Enfin, pour nous, c'était une évidence. Donc, on ne s'est pas posé de question de comment on va faire pour les contrôler, etc. On a des managers qui ont eu du mal, mais nous, on ne s'est pas posé de question, on voulait ça. Et puis, ensuite, le problème est venu de la solitude, les gens qui ne vont pas bien, etc. Et donc, est-ce que le sujet, c'est revenir finalement à la situation hantée ou faire autrement. Et du coup, on a une initiative que j'aime bien partager, qui a été faite avec dirigeants responsables de l'Ouest, que vous connaissez aussi, Emery, qui donc a organisé sur le bassin nantais une logique entre 30 entreprises à peu près de partage des bureaux. Et donc, les entreprises et les salariés concernés ont une appli. Alors, je ne vous dis pas les problèmes juridiques, etc., qu'il a fallu surmonter, enfin bon, mais on y est arrivé. Et donc, au lieu d'avoir un choix binaire, vous allez au bureau ou vous restez chez vous, vous avez un autre choix qui est, je vais travailler dans des locaux disponibles les plus proches de chez moi. Donc, je suis salarié de la Banque Populaire, je vais travailler dans un bureau d'H&M demain matin, etc. Et du coup, on coche la case environnement, entre guillemets, les temps de déplacement et la question vraiment de la production de gaz à effet de serre ou pas. Donc, on le vit plutôt comme ça. On a, par exemple, sur le portefeuille, effectivement, le portefeuille d'investissement, je veux dire, qui représente 38% de notre bilan carbone. On a effectivement fait des choix de privilégier tel ou tel secteur d'activité et de gérer des controverses. On n'est en général pas sorti brutalement pour les raisons que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si vous étiez arrivé, mais notre premier client, c'est Total. Notre deuxième, c'est Naval Group. Et dans notre portefeuille industriel, on a beaucoup d'entreprises. On avait Orpea, enfin voilà. Et donc, on essaie plutôt de se dire quelle trajectoire de progrès peuvent adopter les uns les autres plutôt que d'être binaire dans nos approches. Mais j'ai 2 collègues là, je ne sais pas si on a fait des renoncements et s'ils peuvent m'aider, mais voilà, je suis désolée, mais je ne sais pas vous donner d'exemple. Mais je réviserai pour le prochain CA de la communauté des entreprises à mission. Merci infiniment, Catherine.